Bienvenue dans le podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Ici votre animateur François Deschamps. On explore ensemble la liaison fascinante entre la science cognitive et le développement professionnel dans le monde des affaires. Avec une approche unique et éclairée, ce podcast vous amène dans un voyage passionnant à la découverte de votre voie unique en affaires. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre épisode de « Ceci n'est pas du coaching ». Donc, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir une fois de plus. Donc, 3e saison qui tire bientôt à sa fin. La 4e s'annonce. Donc, en primaire, il va y avoir une 4e saison qui va arriver très bientôt. Et ce podcast s'adresse à vous qui êtes des leaders, des gestionnaires, des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises et qui avez le goût d'en apprendre davantage sur les modèles d'affaires qui existent, sur les différents modèles d'entrepreneurs aussi qui œuvrent dans notre communauté. Et aujourd'hui, j'ai un modèle tout à fait inspirant et tout à fait différent à vous présenter. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir une personne qui œuvre dans un organisme. Et souvent, ce qu'on peut penser, c'est que le leadership est attitré au modèle d'affaires, mais on va avoir du leadership aussi à l'extérieur des modèles d'affaires conventionnels. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Pascal Mathieu de la Croix-Rouge canadienne. Pascal qui est vice-président pour le Québec au niveau de la Croix-Rouge canadienne. Et quand on parle de leadership et qu'on parle de Croix-Rouge, on va parler d'un leadership inspirant qui arrive dans des situations, des fois, qui sont très, très particulières. Donc, on va parler de plus en plus de catastrophes naturelles qui vont avoir des impacts sur la population. Et là, on va avoir, et en cours de discussion tantôt avec Pascal, on va en apprendre davantage sur les interventions et l'importance des interventions qui sont faites par la Croix-Rouge, par Pascal avec son équipe, parce que, bien entendu, pour réaliser des mandats comme ceux-là, on n'est pas tout seul à l'intérieur de notre organisation. Donc, dans cet épisode, on va parler de mobilisation massive. Comment on fait pour mobiliser des bénévoles? Comment on fait pour mobiliser des populations afin de s'entourer, de relever des défis qui viennent à l'intérieur de différents événements qui se produisent dans nos sociétés. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup parler de leadership durable. Donc, dans le leadership durable, c'est un leadership conscient, c'est un leadership humain. Et qui de mieux que Pascal pour venir nous parler de leadership humain à l'intérieur de projets qui font toute une différence dans nos communautés. Et souvenez-vous de ce que je vais vous dire, c'est très important. Les crises relèvent des systèmes, mais elles révèlent surtout des leaders. Donc, Pascal, bonjour. Bonjour. Bonjour, François. C'est un plaisir de t'accueillir. Merci, de même. Good. Puis, d'entrée de jeu, comme ça, j'ai quelques questions pour toi parce que, on connaît la Croix-Rouge, puis on va apprendre à connaître la Croix-Rouge peut-être sous un angle différent aujourd'hui parce qu'on va aller un peu plus en profondeur avec la Croix-Rouge. Mais peux-tu nous parler de ton parcours? Le parcours de Pascal qui l'a conduit dans le rôle où il est rendu aujourd'hui à l'intérieur de la Croix-Rouge canadienne pour le Québec. Oui. D'entrée de jeu, je devrais dire que j'ai jamais eu de plan de carrière. Alors, si j'ai le poste que j'ai aujourd'hui, c'est une suite de hasards qui m'a mené là. Jeune, j'étais militaire. J'ai joint l'armée à 18 ans. J'ai fait quelques années. C'est là que j'ai appris les bases du leadership. Fait qu'il existe, vous savez, certaines personnes qui connaissent peu l'armée vont penser tu hurles des ordres et les gens obéissent, mais dans la vraie vie, à l'armée, on enseigne le leadership. Fait que la base me venait de là. Quand j'ai quitté les forces armées, c'était pour aller à HEC Montréal. J'ai étudié en gestion du marketing. Mais dans gestion du marketing, il y a un tronc commun en gestion. Alors, les bases qui sont peut-être les mêmes que certains de nos auditeurs. De là, ça m'a mené, sur la référence d'un de mes profs, à joindre la Croix-Rouge dans des fonctions de marketing dans l'équipe de collecte de fonds. Un de mes enseignants, j'ai travaillé brièvement dans une institution financière, mais un de mes enseignants m'avait référé au PDG de la Croix-Rouge en disant « J'aurais un de mes ex-étudiants pour toi. » Alors, je suis rentré à la Croix-Rouge en collecte de fonds. Les techniques de marketing s'appliquent tout à fait. Là, ce qui est enseigné, que ce soit pour vendre des produits, que ce soit pour dessiner une stratégie marketing, s'applique tout à fait en collecte de fonds. Et d'une chose à l'autre, par la suite, j'ai grandi dans l'organisation, puis éventuellement, on m'a confié les opérations. Alors, tu sais, dans le fond, ce que m'ont donné à la fois mes études et mes premières années en collecte de fonds, c'est de savoir comprendre les besoins.
comprendre les besoins au départ des donateurs, mais par la suite des bénéficiaires, de tes équipes, des partenaires gouvernementaux. Tout part de là. Fait que, vous savez, on est souvent défini par nos études, par notre passé. Alors, entre les formations en leadership apprises à l'armée et mes études en marketing, mes premières années en collecte de fonds, c'est vraiment d'essayer de cerner que veut ton interlocuteur, incluant le non-dit, ce qu'il veut vraiment, essayer de le deviner pour y répondre. Par la suite, le reste, puis là, c'est peut-être plus mon passé de militaire, c'est lorsque graduellement, j'ai été amené à côtoyer les gens d'opération lors de différentes crises, ben, je me suis mis à m'intéresser à ce qu'ils font, à comment ils font, aux détails, parce que ça venait chercher un côté très opérationnel en moi. Et en lien avec ça, ben, ça l'a fait en sorte qu'éventuellement, le gars qui était vice-président avant moi m'a demandé de faire un intérim, puis ensuite, éventuellement, de prendre son poste. D'ailleurs, il y a une anecdote sur l'intérim. J'étais donc directeur de la collecte de fonds lorsque mon prédécesseur a voulu prendre une semaine de vacances, un mois de vacances. Habituellement, il prenait seulement 2 semaines. Et il m'a dit, Pascal, je pars 1 mois, je vais avec mon épouse en Europe, est-ce que tu me remplacerais, s'il vous plaît? Puis j'étais un peu insécure, c'est la première fois que je faisais l'intérim. Alors, ça se passait au mois de juillet. Je l'ai appelé la veille au soir, même s'il m'avait briefé, parce que j'étais un peu inquiet, en disant, y a-t-il quelque chose que tu as oublié de me dire? Et lui, de me dire, inquiète-toi pas, Pascal, il se passe jamais rien en juillet. On était le 5 juillet 2013. La veille du déraillement de lac Mégantic. Ah, mon Dieu. Alors, lorsque la directrice des opérations, Claudie, m'a appelé, Claudie Laberge, quelqu'un qui a énormément d'expérience en gestion de catastrophes, lorsqu'elle m'a appelé vers 2 heures du matin, j'avais discuté à le croire. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle me faisait une farce parce que ça se peut pas, là. La première nuit de ma vie où j'agis comme VP, elle me raconte ça. Puis finalement, c'était vrai, là, c'était pas une farce. Cette opération-là, pour nous, c'est quand même bien passé. Moi, j'ai beaucoup appris, mais parce que c'est la force de l'équipe. Michel étant absent, moi étant nouveau, je me suis reposé sur Claudie et toute notre équipe de gestion des urgences. Claudie avait géré pour nous toutes les catastrophes depuis le déluge du Saguenay. Alors, des catastrophes, elle en avait vu beaucoup. Elle savait ce qu'elle faisait. J'avais une excellente équipe qui gérait nos bénévoles, une excellente directrice des communications. Fait que je me suis appuyé sur mon équipe et après ça, ça l'a bien été, mais ça a été une occasion d'apprendre qui était immense. Par la suite, chaque autre crise qui a suivi, éventuellement, un peu plus tard, bon, j'ai fait cet intérim-là. Éventuellement, mon patron a accédé à un autre poste. Alors, il m'a invité à occuper le poste de façon permanente. Chaque crise est venue avec un certain nombre d'apprentissages. On peut penser aux inondations de 2017, inondations de 2019, tornades en 2018 à Gatineau, qui était un tout autre contexte. Les arrivées massives, on peut parler au jour où le Canada a accueilli 25 000 réfugiés syriens. Très grosse opération. La COVID, opération, on pourra en parler plus tard, là, mais d'une ampleur jamais vue pour nous. Puis même encore aujourd'hui, les opérations se poursuivent. À chaque fois, il y a un nouveau défi, un nouvel apprentissage. Écoute, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de nous partager, mais je vais aller à 2-3 points là, que je trouve vraiment vital. Comment ce leadership-là que tu as trouvé en toi dans ton expérience militaire est venu s'insérer à l'intérieur de ce que tu fais maintenant au niveau de la Croix-Rouge? Bien, je répète, j'ai très peu de mes employés qui sont des ex-militaires, on le comprendra. Okay. Ils arrivent avec toutes sortes de backgrounds. Il y en a quelques-uns qui sont pompiers, par contre, ça se ressemble. Mais la définition, j'ai toujours retenu une des premières phrases qu'ils nous enseignaient en leadership, c'était la définition que les forces armées donnaient, qui était l'art d'inspirer le comportement humain en fonction de la mission, ou la mission choisie par l'organisation, pour être précis. Et le mot-clé ici, c'est inspirer. Alors, c'est mon outil clé en termes de leader, c'est de tenter d'inspirer. Faut comprendre qu'à la Croix-Rouge, par exemple, au Québec, j'ai présentement 150 employés, mais 2400 bénévoles. Alors, le salaire, les conditions de travail ne sont pas un gros levier sur la motivation, puis même pour les employés, de toute façon, c'est pas un très grand levier. Alors, rapidement, quand tu gères des milliers de bénévoles, le salaire que tu peux leur donner, c'est de l'inspiration, c'est de l'émotion. À la fin, il faut qu'ils en ressortent avec l'impression d'avoir changé le monde, d'avoir contribué à quelque chose de grand. Alors, il faut trouver le moyen d'inspirer. Alors, je trouvais que cette phrase-là, retenue de mes premiers jours dans les Forces armées, me sert, ma foi, à chaque jour.
quand je me demande ce que je dois faire. Et très souvent, lorsque je dois coacher ou inspirer justement des jeunes gestionnaires qui travaillent pour moi. Très bien. Puis dis-moi, on entend souvent parler du mot motivation. Puis moi, j'ai ma propre définition de motivation. Dans motivation, j'y vois motif et action. Donc, quels sont les motifs de se mettre en action? Et dans le rôle que tu occupes tout de suite, bien, pour être inspirant, il faut être inspiré soi-même. Donc, comment tu fais pour élever ton niveau de motivation personnelle à l'intérieur de ton rôle pour faire en sorte que tout comme sur une colonne vertébrale, ça puisse descendre à l'intérieur de toute l'organisation, tant au niveau des employés que des bénévoles? C'est plus facile quand tu aimes ce que tu fais, déjà. Alors, j'aime ce que je fais. Alors, ça, c'est facile. Je vais chercher dans mon travail différents éléments que j'aime. Alors, il s'agit de garder le focus là-dessus plutôt que ceux qu'on n'aime pas. Parce qu'on a tous, comme gestionnaire, des éléments de travail qu'on aime moins. Un élément que je répète parfois aux gens de mon entourage, c'est je ressens que en travaillant dans un rôle de leader à la Croix-Rouge, on a le pouvoir de changer l'histoire. C'est-à-dire qu'un élément qui me motive, moi, je suis un passionné d'histoire et d'actualité, lorsqu'on est interpellé dans des grands événements qui vont faire les livres d'histoire. Je pense à Claudie qui avait débuté ou presque sa carrière avec le déluge du Saguenay. Ouais. Tout le monde aujourd'hui sait encore de quoi il s'agit. Alors, lorsque ces événements-là se produisent, tout le monde regarde les nouvelles, incluant moi, parce que je suis intéressé par l'actualité, mais peu de gens, puis je réalise qu'il y a peu d'emplois qui me permettraient d'avoir un impact direct sur le résultat final de comment l'histoire va finir par s'écrire. Alors, mes bénévoles, mes employés et moi, on n'apparaîtra peut-être pas dans le livre d'histoire, mais nos actions vont y apparaître. Alors ça, c'est un très, très fort élément de motivation. Puis pour que ça fonctionne, il faut que tu aies le sentiment d'avoir réussi. Alors, des fois, on se trompe, des fois, on a des échecs, mais il faut que la moyenne au bâton soit assez bon pour continuer d'y croire. Alors, c'est le sentiment de pouvoir faire une différence. Puis ça vient du sentiment qu'il y a une crise, qu'il y a des gens qui souffrent et qu'on peut changer la donne. Alors ça, c'est des fois, on peut être gagné par un léger sentiment d'impuissance, mais il faut combattre ça. Ça, c'est un élément clé que je partage souvent avec mes équipes. Sinon, dans le reste, je disais, il faut aimer ce qu'on fait. Bien là, à ce moment-là, c'est de garder le focus sur, comme on disait, pourquoi on le fait, mais aussi sur le comment, puis essayer de trouver des solutions. Dans le fond, il faut toujours garder en mémoire les succès. Beaucoup. Les échecs sont utiles pour apprendre, mais c'est les succès passés qui te permettent d'entreprendre avec confiance ta prochaine bataille. Oui, tout à fait. Écoute, il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu dis où on touche à l'humain. Puis la Croix-Rouge et le rôle que tu occupes, c'est un rôle humanitaire. Donc, puis des fois, à l'intérieur d'organisations, parce que tu parles d'événements, déluge du Saguenay, puis la COVID, entre autres, les médias vont aller, puis je les dénigre pas, là, mais les médias vont aller sur le sensationnalisme. Donc, mais c'est pas souvent qu'on va voir mettre en valeur ce qui se fait, puis tu le soulevais dans ce que tu viens de dire, ce qui se fait là à l'arrière-scène. Donc, puis à l'arrière-scène, là, il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Puis tantôt, tu touchais à la COVID, entre autres, puis à ce qui s'est passé à Mégantic. Là. Mais comment... Puis là, c'est sûr que ton leadership s'est exercé rapidement à l'intérieur d'une situation de crise, si on prend Mégantic, parce que bon, t'arrivais dans un rôle de transition. Fallait que tu apprennes, mais tu étais certainement inspiré par des expériences passées qui t'ont amené à faire confiance à l'équipe qui est en place. Mais comment, concrètement, on peut gérer ce genre de situation-là quand ça arrive? Là? Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement chez toi? OK, dans ton rôle de vice-président. Puis comment ça se passe au niveau communication avec les membres de l'équipe à l'intérieur de la Croix-Rouge, OK, de l'organisation pour faire en sorte qu'on puisse rapidement, là, à pied levé, là, répondre à une situation de crise? Dans ce cas-ci, on fait directement référence à des crises instantanées. Il y en a qui ne le sont pas. Il y en a où on peut se préparer. Pensez à des inondations. Pensez même à la COVID. On savait des mois d'avance que ça semblait. Mais si je prends des cas comme Lac Mégantic, le déraillement, ou encore peut-être, je sais pas moi, des tornades qui ont frappé Gatineau sans aucun préavis, c'est dans l'engagement. C'est des mois. Dans tous les cas, il faut se préparer. Alors, c'est dans l'engagement. On ne sait pas qu'il va y avoir un déraillement. Mais depuis des mois, si ce n'est pas des années, on prépare nos équipes, on les forme, on les entraîne. J'ai pu évaluer en qui je pouvais avoir confiance et on sait qu'on va être là pour aider des humains et on sait ce qu'on a à faire. Par la suite,
il y a quand même dans ta question plusieurs éléments, mais tu abordais, François, l'aspect communicationnel. Puis tu parlais des médias. Notre communication à l'interne, on la contrôle. À l'interne, moi, j'inclus mes 2400 bénévoles, puis dans une certaine mesure, nos donateurs aussi. Ouais. On la contrôle en partie. Fait qu'il y a un effort délibéré. Tu sais, je sais pas moi, j'ai déjà vu des catastrophes où, par exemple, pendant un moment, les médias, inondations, les médias ne parlent que des maisons de millionnaires ou d'un juge dont la maison est inondée. Puis on voit bien qu'il y a personne qui a envie d'aider ces maisons-là. Mais c'est de rappeler à nos gens, c'est ben minute, là. Il y a peut-être cette maison-là, mais il y a des centaines d'autres personnes qui ont besoin d'aide, qui sont beaucoup moins riches. Et dans notre cas, nous, on a accès aux témoignages, puis on fait un grand usage des témoignages de nos employés bénévoles qui sont allés sur le terrain. Et quand c'est possible, des témoignages des bénéficiaires. Quand c'est possible, c'est moins facile qu'il n'y paraît parce qu'il y a beaucoup de bénéficiaires qui sont gênés de dire publiquement qu'ils ont eu besoin d'aide. Mais on y fait appel quand on en trouve, puis sinon, on utilise beaucoup les témoignages de nos acteurs terrain qui disent, ben écoutez, la semaine dernière, j'étais dans tel village, je vais taire le nom, j'ai rencontré une famille, voici ce que j'ai vu. Alors ça, moi, ça me motive individuellement, mais ça a un levier immense sur la qualité de l'engagement de nos équipes, employés comme bénévoles. Puis sans ça, on n'atteindrait pas nos dons parce qu'on contrôle pas toujours. Le message médiatique nous est parfois très, très favorable. À Lac-Mégantic, tout le monde voulait aider la population. C'était pas dur. On a ramassé 14 millions assez rapidement pour aider la population. Parfois, c'est plus difficile. J'ai donné l'exemple, par exemple, des grosses maisons inondées, mais tu as tes réseaux de communication directe qui soient live, qui soient à travers tes réseaux sociaux, qui soient par courriel. Alors, c'est aussi ce qu'il faut utiliser, là. Quand je parlais d'inspirer tantôt, quand les équipes sont grandes, c'est pas seulement dans ta communication 1 à 1 parce que tu n'as pas accès à tout le monde. Alors là, c'est d'avoir une stratégie de communication interne ou semi-externe qui permet d'atteindre ce but-là. C'est bien, puis tu vois, tu viens de toucher un point là, que je trouve important, c'est la perception que la population peut avoir. Parce que quand les images circulent, ça vient s'imprégner dans l'esprit des gens. Donc, tu sais, la maison de personnes multimillionnaires. Donc, est-ce que ça contribue, ces images-là, par exemple, à amener certains préjugés que tu as pu observer, que tu as pu ressentir auprès de la population, sans que ce soit particulier, mais de façon générale? Puis, quels sont les préjugés, par exemple, qui peuvent circuler, qui viennent fausser la donne avec la mission de la Croix-Rouge? Bien, tout de suite d'emblée, je vais aborder celui que tu abordes là. La couverture médiatique des événements est très variable. Ça a un impact sur nous. Ouais. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple comme Lac-Mégantic. Je pense que tous les Québécois voulaient aider les Méganticois. Alors, c'était pas difficile. En fait, j'avais à gérer mes bénévoles qui voulaient tous prendre un mois de vacances pour venir en même temps. Puis là, tu sais, ben écoute, j'en ai besoin pour aller sur le terrain. Puis là, j'en ai besoin seulement de 220 cette semaine. Attends ton tour, ça sera ton tour ensuite. Ça, c'est le cas idéal. Puis les donateurs se bousculaient pour donner. Ouais. Parfois, il y a des opérations qui sont pas couvertes du tout. Alors là, elle se passe dans l'ignorance générale. Alors, il faut qu'on informe nos bénévoles, vous savez. Puis, à la limite, je dirais que ça s'applique aux employés. Travailler, donner ton temps, ça reste un don. Puis, pour donner, il faut que tu saches qu'il y a un problème, il faut que tu saches que tu as envie de régler le problème, puis tu as les moyens de régler le problème. C'est la base même. Alors, lorsque les médias soufflent dans la même direction que nous, c'est un atout. Lorsqu'ils soufflent pas, il faut le gérer. Mais parfois, ils souffrent dans la direction opposée. Vous savez, la Croix-Rouge, on a eu à gérer au fil les gouvernements font appel à nous pour un coup de main lors d'arrivées massives de migrants. Je sais pas, moi, je peux penser, par exemple, à l'accueil. Les gens se rappellent peut-être pas, mais au lendemain du tremblement de terre d'Haïti en 2010, le Québec a pris la décision d'accueillir des membres des familles d'Haïtiens qui vivaient déjà ici. C'est-à-dire que des Haïtiens en Haïti, mais qui avaient de la famille au Québec. Puis, c'est la Croix-Rouge qui a été mandatée pour organiser l'accueil, comme on le fait souvent. Quand on y pense, là, accueillir massivement des gens qui arrivent, c'est pas très différent du travail qu'on fait dans une catastrophe. Et les gens arrivent dans un autre état. Je prends l'exemple du tremblement de terre 2010. Les médias étaient très heureux du fait que le Québec faisait sa part. C'était très facile. Dans des opérations plus récentes, la couverture médiatique est moins positive aux vagues d'immigration. Quand le gouvernement nous demande un coup de main, là, c'est plus difficile. Puis je me rappelle dans une opération qui débutait autour du mois de décembre, d'avoir été en conférence devant des centaines de mes bénévoles en disant est-ce qu'ils vont intervenir? Est-ce qu'ils vont tous se présenter?
La Croix-Rouge est neutre, impartiale, mais chacun de ces individus-là ont droit quand même à une opinion. Puis l'opération débutait en pleine vacances de Noël. C'est dur de dire aux gens, tu vas prendre des semaines de vacances pour venir m'aider à accueillir quelqu'un qui arrive de l'étranger. Alors que la couverture pour certains pays d'accueil était moins positive. Je me rappelle d'un speech que j'ai fait où je disais, vous savez, je sais pas ce que vous autres allez faire à Noël, mais moi, je vais faire la chose la plus importante de ma vie. Puis les gens sont venus. Alors, il faut savoir le communiquer avec efficacité. Cette fois-ci, ça a bien fonctionné, mais on doit le gérer aussi. Je pense que j'ai couvert un préjugé. Les autres, nos auditeurs sont probablement comme le public en général. Tout le monde connaît la Croix-Rouge de nom. Je pense que tous nos auditeurs savent que la Croix-Rouge œuvre à l'international. Ils savent que j'ai des collègues qui sont sous les bombes en Ukraine. Il y en a d'autres qui sont sous les bombes à Gaza, présentement, ou au Liban, ou ailleurs. Oui. J'en ai, depuis les derniers jours, qui sont en route pour prêter un coup de main en Jamaïque après l'ouragan Mélissa. Je crois que c'est connu. Certaines personnes ne savent pas que la Croix-Rouge intervient ici localement au Québec. En fait, on intervient 1200 fois par année sur des incendies résidentiels. Ça, c'est peu connu. C'est 3 à 4 fois par jour. Nous, la façon qu'on a défini notre rôle local, c'est qu'on intervient en soutien aux autorités lors de crises. Puis, on a défini une crise allant, un événement de sécurité civile allant de l'incendie résidentiel pour une famille à des feux de forêt, comme en 2023, où 27 000 personnes ont été évacuées. Pour nous, c'est un continuum. Les incendies résidentiels, c'est nos équipes locales de bénévoles qui répondent. Le 911 appelle. Toutes les villes du Québec sont couvertes par la Croix-Rouge. Ils ont tous des ententes formelles. Le 911 appelle notre centrale. Le bénévole qui habite le plus proche, qui était de garde, va aller aider la famille pour quelques jours. On rend un service, je pense, qui est essentiel à la population. C'est peu connu, mais en même temps, ça permet de pratiquer nos bénévoles. C'est-à-dire que quand ils en ont fait beaucoup, tantôt, je parlais de bungalow, mais des fois, c'est un bloc appartement, des fois, c'est une résidence de personnes âgées. Ce qui fait que quand il y a une grande catastrophe comme à Lac-Mégantic, nos bénévoles sont déjà expérimentés, puis ils sont beaucoup plus efficaces dans ce qu'ils font. Puis en même temps, ça permet de les garder motivés. Tu peux pas recruter quelqu'un qui a envie d'aider, le former. On dépense 3 millions par année en formation, puis il dit, je t'appellerai dans 2 ans s'il se passe quelque chose. Tu vas le perdre, c'est garanti. On fait de la formation, on fait un peu d'exercice avec eux, mais les interventions dans les incendies au quotidien contribuent à garder leur habileté, mais aussi à garder leur motivation. Parce qu'il faut dire, nos bénévoles sont motivés. Ils ont différentes motivations. On parlait de motivation. Motivation. Essentiellement, je pense qu'ils sont avant tout motivés par l'action. Ils aiment l'adrénaline. Alors si tu n'as rien qui se passe, ils vont trouver ça long. Tu vas les perdre. Mais aussi, ils sont très, très motivés par le désir d'aider leur prochain. Le merci, le regard du sinistré. Puis quand on y pense, une mère de famille qui vient de perdre sa maison, vit la même expérience qu'une mère de famille qui est victime d'une inondation qui a frappé 20 000 maisons. Pour elle, j'ai perdu ma maison. Ouais. C'est la même chose. Alors, le remerciement du sinistré envers nos bénévoles contribue pour beaucoup. Alors ça, c'est dans notre offre. L'autre élément, on parle de bénévoles, on parle de préjugés. Souvent, j'ai expliqué que les bénévoles chez nous sont des experts. On pense à bénévoles, les gens vont penser peut-être à une personne âgée qui marche avec une canne puis qui va aller tricoter des bas. Là. Chez nous, juste pour dire, présentement, on refuse le 3/4 de nos candidats. On doit être à près de 80% de refus présentement. Les gens doivent passer 2 entrevues. On fait un back-check. Une fois qu'ils sont acceptés, s'ils sont acceptés, ils ont pour 40 heures de formation à faire. En général, ils ont déjà un background qui mène vers le travail qu'ils vont faire chez nous. Puis au fil des ans, ils deviennent des experts au même titre que nos employés. Là. Chez nous, c'est très interchangeable. J'ai un cadre qui part en vacances, ça peut être un bénévole d'expérience qui le remplace. Alors, il y a aussi un préjugé, les gens sous-estiment le niveau de compétence de nos équipes.
Ces bénévoles-là, est-ce qu'il y a un profil type? C'est-tu des personnes qui sont plus... Tu sais, tu disais tantôt, c'est pas nécessairement monsieur, madame, tout le monde là, qui sont rendus à la retraite ou en phase de fin de vie, là. Mais, on va le dire comme ça, mais y a-t-il un profil type de personne? Puis vous n'avez pas l'air à manquer de bénévoles non plus, là? non, on en refuse. On en a plus qu'on en a. En fait, ce qui me limite dans mon nombre de bénévoles, c'est le budget. OK. J'aurais plus de bénévoles si j'avais assez de budget pour en former puis en encadrer plus. Parce que ça coûte cher à sélectionner. J'ai expliqué le processus. Il coûte cher à former. Puis ensuite, une fois qu'ils sont formés, je m'assure qu'il y a des employés en charge de les animer, faire des suivis, revoir des plans d'urgence, faire des exercices, etc. Fait que c'est ça qui me limite. Mais le profil, nous, on cherche des gens qui sont solides entre leurs deux oreilles, OK. qui sont humains, et qui ont beaucoup de disponibilité. Puis ce troisième facteur-là est un facteur qui est assez déterminant. La majorité des rôles chez nous, les gens sont sur des listes d'appels. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont sur des appels où on te demande d'être sur le terrain dans une heure. Il y en a d'autres pour une courte période, c'est-à-dire pour une journée ou quelques heures. Il y en a d'autres à qui on donne un peu plus de préavis, mais on leur demande 10 jours. Okay. De disponibilité. La conséquence, c'est que l'immense majorité de nos bénévoles sont des jeunes retraités. On a une moyenne d'âge autour de 60 ans, beaucoup de gens à 55, à 60, à 65, qui sont encore en bonne forme physique, puis qui rencontrent tous les autres critères que j'ai mentionnés auparavant. Une expérience de vie qui fait que tu es solide entre tes deux oreilles, que tu amènes des compétences, tu es en fin de carrière, tu as du temps libre, tes enfants ont quitté la maison. On en a des jeunes dans nos bénévoles, mais la majorité sont des gens. C'est plus difficile d'être disponible si tu as un boulot qui est très prenant et que tu et que tu je sais pas, moi, tu n'as presque pas de vacances d'accumuler, puis disons que tu as des enfants à la maison. Mais lorsque les gens découvrent qu'ils ont de la disponibilité, je sais qu'on a des entrepreneurs dans nos équipes. Peut-être que certains d'entre eux arrivent, entre autres, je pense aux gens qui ont des rôles plus proches de pigistes. Ils sont capables de se libérer, puis ça fait parfois les plus jeunes de nos équipes. Mais il faut, chez nous, c'est un gros critère pour accepter ou refuser un candidat. C'est avant que j'investisse de l'argent de former, est-ce que tu vas être capable d'être présent lorsque j'aurai besoin de toi? Oui. Et ce que je vois, ce que j'entends de ce que tu me dis, là, c'est que n'est pas bénévole qui veut. Il y a une structure, il y a de la formation, il y a un encadrement, il y a de la sélection qui se fait aussi. Et là, tu parles également de budget parce que, tu sais, la Croix-Rouge a une mission qui est noble, qui est humaine, qui est louable, tant ici qu'à l'étranger. Maintenant, en termes de budget, ben, c'est pas des budgets gouvernementaux, là. On parle de dons privés, là. En bonne partie. On a, je dirais, 3 sources de financement. OK. Il y a, tout d'abord, je vais expliquer la plus particulière à la Croix-Rouge. Beaucoup d'auditeurs doivent avoir donné à des crises passées. Je sais pas, moi, j'ai déjà mentionné notre fonds pour lac mégantic, le fonds pour l'Ukraine. On a quand même ramassé 250 millions de dollars pour l'Ukraine. Wow. J'avais la semaine dernière, jeudi, vendredi, nos employés en Ukraine, des Ukrainiens qui venaient passer quelques jours pour de la formation à Montréal. Alors, mais ces fonds-là, c'est des fonds dédiés. C'est-à-dire qu'on l'ouvre quand il y a une catastrophe. La semaine dernière, on a ouvert un fonds pour l'ouragan Mélissa et cet argent-là ne peut servir qu'à ça. Fait que vous comprendrez que si on n'avait que ça, on serait mort. On n'existerait plus. Je ne peux pas l'utiliser pour les opérations courantes. Alors, nos opérations courantes sont financées en grande partie par les dons que les gens nous font en dehors. Donc, nos campagnes régulières. Si vous recevez un courriel de sollicitation ou une lettre, il y en a quand même qui donnent par la poste. Ou j'avais la semaine dernière un événement ici à Québec, au Château Frontenac, avec des gens d'affaires. On a ramassé 500 000 $. Ça va à préparer nos opérations. C'est le financement le plus dur à obtenir. Parce que bizarrement, on se fait compétition nous-mêmes parce que les crises sont très, très médiatisées. Tout le monde veut donner pour la crise. Alors, la difficulté, c'est de convaincre quelqu'un de donner avant la crise. Comme je dis souvent, c'est pas quand le train déraille à lac mégantic qu'il faut que je commence à acheter du matériel, former mes bénévoles, puis avoir mon équipe d'encadrement. Tout ça doit être financé à l'avance. On a aussi du financement gouvernemental dans les deux cas. On a tous les paliers de gouvernement, les villes, le provincial, le gouvernement du Québec, ainsi que le fédéral, qui donne de l'argent à la Croix-Rouge un peu pour aider à se préparer avant les crises. On a aussi, lorsqu'il y a une grosse opération locale, certaines dépenses qui sont remboursées par les gouvernements locaux. En fait, pour vous dire, quand il y a une grosse opération, je manque jamais d'argent. Là où c'est difficile, là où la gestion est difficile, c'est entre les opérations, puis entre les grandes opérations médiatisées. Puis des fois, ça peut être des longs mois où tu dois te préparer parce que tu sais que la crise va avoir lieu, mais le robinet tombe au goutte à goutte.
Oui, puis vous avez un modèle d'affaires qui est différent du modèle d'affaires que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent là, actuellement, ont à l'intérieur de 2 entreprises privées. Parce que là, on parle de prévention puis de planification aussi. Parce que, bon, quand ça arrive, tu as soulevé le lac mégantique ou encore, des éléments de catastrophes naturelles qui arrivent ailleurs dans le monde ou de crises humanitaires, c'est que concrètement, il faut être prêt déjà sur le terrain avant que la campagne de levée de fonds arrive, d'avoir du matériel. Donc, dans le modèle d'affaires, la gestion des budgets, mais la prévision aussi. Donc, comment vous faites pour allier là, ces éléments-là? Ben, du côté prévision, on a bâti des modèles très, très sophistiqués. Okay. Au départ, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral nous partagent leur liste de prévisions de catastrophes. On a des groupes, comme des groupes scientifiques comme Ouranos, qui font à l'occasion des études pour nous, là. On s'appuie, par exemple, les changements climatiques augmentent les catastrophes, mais changent aussi l'endroit qui va être frappé. Fait que ça nous permet de mieux planifier. Au fil des dernières années, on s'est bâti une équipe de bénévoles qui sont nos experts, qui prennent ces rapports-là, ils font des analyses. On a des gens qui enseignent à l'université en météorologie. On a des retraités de la SOPFEU, par exemple, qui nous aident à planifier les modèles de feux de forêt. Un feu de forêt qui se passe très, très loin, c'est une crise, mais qui touche pas la Croix-Rouge. Un feu de forêt que le vent pousse vers une communauté, ça devient souvent une crise pour nous. Alors, c'est important de pouvoir prédire. On a même des experts en flux migratoires, bon, pour différents enjeux. Alors, un élément clé pour nous, c'est de prévoir au mieux possible quelle crise va avoir lieu à quel moment et à quel endroit. Ça nous permet de planifier. Sur cette base-là, il y a une grosse fonction qui est combien de bénévoles à quel endroit, combien d'employés à quel endroit, dans quelle fonction, quel service. Chaque crise passée nous a amené à innover. C'est-à-dire qu'à l'expérience, quand on frappe une grande crise, on découvre souvent qu'un de nos services n'est pas adapté ou encore qu'une nouvelle technologie ou encore on découvre que, par exemple, qu'il y avait un service qu'on n'offrait pas puis qui va être requis. Je peux en prendre à nouveau un exemple de lac mégantique. J'avais pas d'équipe de santé mentale à l'interne. Okay. On se fiait aux autorités publiques. Quand tu arrives à lac mégantique dans la nuit qui suit le tremblement, le déraillement, puis que tu rencontres, faut comprendre, là, 47 décès dans une localité de 6 000 personnes, c'est une quarantaine de familles endeuillées. Il y avait 31 orphelins aussi. Nous, notre boulot, a priori, c'est de rencontrer les familles, évaluer leur situation, puis trouver un endroit où ils vont habiter, voir leurs besoins essentiels. Presque chaque famille a soit été touchée ou connaît quelqu'un de proche qui a été touché. La conversation ne se passe pas de la même façon. Le hasard a fait, par bonheur, qu'il y avait Yet parmi nous. Yet est enseignant à l'Université de McGill en travail social. Il enseigne au niveau de la maîtrise et Yet prenait ses vacances d'été pour être bénévole chez nous. Quand je parlais de la qualité de nos bénévoles, là, dans mon équipe, j'ai un gars qui enseigne à la maîtrise en travail social, qui prend son été. Là. Quand je disais des bénévoles hautement spécialisés, c'est d'instinct que Yet s'est retrouvé à... Nos bénévoles lui passaient tous les cas compliqués. Ouais. Au bout de 2 semaines, Yet avait ramené la moitié des étudiants de sa classe pour venir nous aider. Puis à la fin de l'été, on a fait 2 choses. On a mis en place un cours obligatoire en ligne d'initiation à la santé mentale pour tous nos employés bénévoles, dont le titre est « Prendre soin de soi, prendre soin des autres ». Parce que là, il fallait éviter d'envoyer nos propre équipe en crise de santé mentale. D'autre part, on a bâti une équipe qui compte 125 bénévoles spécialisés et une dizaine de 6 employés spécialisés à ça, qui font du réconfort, puis qui aident, par exemple, à gérer l'immédiat avec les bénéficiaires, mais aussi à les transférer vers le réseau public, parce qu'on n'est pas seul. Le gouvernement du Québec a aussi amélioré ses équipes. Alors maintenant, on est en lien de proximité avec les professionnels du réseau. Alors ça, c'est un exemple d'innovation. Chaque crise a amené des innovations, parfois technologiques, parfois humaines. Un lien avec les entrepreneurs, c'est qu'un peu comme eux, les directeurs, mon équipe et moi, à chaque année, on doit se dire, ben, c'est quoi les besoins qui s'en viennent? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'il y a de l'argent pour ça? Et qui a de l'argent pour ça? Parce que tous les meilleures intentions du monde vont aller nulle part si c'est pas financé. Puis si on parle d'augmenter l'enveloppe de ce qu'on offre, il faut faire des choix. Puis une grosse partie du travail est de dire, est-ce qu'il y a une entreprise privée qui est prête à donner pour ça? Est-ce qu'il y a un donateur? Est-ce qu'il y a une instance gouvernementale? Tu sais, dans le fond, souvent, je dis, est-ce que ce problème-là pique quelqu'un jusqu'au point qu'il ne peut pas endormir la nuit? Ouais. M'aller m'asseoir avec cette personne-là en disant, arrête de te gratter, mets un peu d'argent, on va te trouver une solution. Alors, c'est
il y a un fort esprit d'entrepreneuriat dans mon équipe de proximité. Puis ça a été implanté avant que j'y arrive par mon prédécesseur, puis je parlais de la directrice passée de nos opérations d'urgence qui a pris sa retraite. Quand je disais, Claudie, tu es une vraie entrepreneur, elle disait, ben oui, mais tout le monde dans ma famille a un commerce, que ce soit en rénovation domiciliaire ou un garage, là. Fait que cet esprit-là est applicable et utile dans ce qu'on fait. Tu vois, c'est très, très, très intéressant et pertinent ce que tu soulèves ici, c'est que l'esprit d'entrepreneuriat, bien qu'on est dans un organisme, l'esprit d'entrepreneuriat fait une grande différence à l'intérieur même des équipes et des interventions. Donc, c'est un gros plus. C'est vraiment intéressant. Écoute, tu as parlé d'innovation aussi, là, puis innovation, mais mégantique, ça n'arrive pas tous les jours et heureusement. Là. Également, tantôt, tu as soulevé que, bon, la COVID-19, c'était comme prévisible quelques mois d'avance parce qu'on savait ce qui s'en venait, mais comment vous avez su innover à l'intérieur de cette crise-là, OK, crise de santé mondiale, là? Parce que, écoute, je m'amuse à dire que je pense que dans l'histoire de l'humanité, c'est à peu près le seul endroit où tous les peuples de la Terre sont entendus qu'il y avait une crise de santé. Ça a été géré de façon différente, là, mais tu sais, je pense que tout le monde sur la planète, tous les pays sur la planète sont mis d'accord qu'il y avait une crise sanitaire qui était là. Mais comment vous avez innové, comment vous avez su innover là-dedans pour faire face concrètement à cette réalité-là terrain? Ben, ton exemple est très bon parce que c'est probablement le moment où moi et mon équipe de proximité, on a eu à innover le plus. Alors, je m'explique. Avant la crise de COVID, la Croix-Rouge n'offrait pas de services de santé ici au pays, au Québec, au Canada. On possédait déjà depuis longtemps 2 hôpitaux mobiles dans des tentes qu'on déployait un peu partout. On a déployé en Haïti. Présentement, il y a une partie depuis presque 2 ans. Notre salle d'intervention chirurgicale est à Gaza depuis presque 2 ans. On possède des hôpitaux qu'on déploie partout à travers le monde, mais on les avait jamais utilisés chez nous. OK. Ce qu'on faisait, je l'ai dit, on prend en charge des populations sinistrées. Fait qu'on avait de l'expertise, on possède des lits de camp, on peut héberger des gens. Puis on a des grands experts en sécurité civile. On avait une petite équipe qui faisait de la santé mentale. Et on avait aussi dans notre portfolio, j'en ai pas parlé, mais une équipe qui vend des cours de secourisme. La Croix-Rouge est un des 2 plus gros formateurs en premiers soins partout au pays. Fait que ça, c'est ce que j'avais dans mon portefeuille. Quand la crise de COVID s'est annoncée, vous vous rappelez, on l'a su un peu, quand même assez longtemps d'avance. Ça avait frappé en Chine. Mon équipe et moi, on s'était assis avec le ministère de la Santé, puis on avait regardé avec eux, OK, vous pourriez faire ceci ou cela. Ce qu'on a préparé avait peu à voir avec ce qui allait venir. On n'avait absolument pas prévu l'ampleur de ce qui allait frapper. Alors, quand les premiers cas sont rentrés, ils nous ont dit, OK, bon, ben, tu peux faire ça ou ça. Puis bon, on commençait à travailler. J'ai eu un appel de gens très haut placés au ministère de la Santé, je pense que c'était une fin de semaine, un samedi ou un dimanche, en disant, il faut qu'on te parle tout de suite. Puis il dit, t'as-tu vu ce qui s'est passé au CHSLD Herron? Je ne sais pas si les gens se rappellent, mais c'est le premier CHSLD où le contrôle était complètement perdu. Quand les autorités provinciales sanitaires sont rentrées, il y avait des morts partout, puis il n'y a plus personne qui s'en occupait. Ouais. Donc, je me retrouve, j'amène 1 ou 2 de mes alliés, là, des gens de l'équipe autour du téléphone. Je me retrouve avec plusieurs personnes très haut placées dans le réseau en disant, Pascal, as-tu vu ce qui s'est passé? Évidemment, la réponse est oui. On aurait des raisons de croire qu'il y a un très grand nombre d'autres établissements qui sont peut-être dans une situation semblable. Il n'y a plus personne qui retourne les appels. Qu'est-ce que tu peux faire immédiatement pour nous? Là, c'est clair que dans le coffre d'outils, on venait de changer de ligue. Mettons ça comme ça. Autour du téléphone, j'avais Stéphane Michaud, un ami à moi qui était à l'époque en charge de nos opérations internationales. Fait que Stéphane, dans le fond, à partir de là, on a pigé, on a réinventé avec notre coffre d'outils existant. Première réaction de Stéphane, c'est j'ai 2 hôpitaux dans des tentes, dans un entrepôt à l'aéroport Pearson. Il dit, donne-moi 48 heures, je te les monte où tu veux au Québec. Réponse du ministère de la Santé, OK, on en a besoin à la salle parce que le plan de l'ouest de l'île, c'est quand, au fur et à mesure qu'ils vont trouver Herron et d'autres hôpitaux semblables, on a besoin d'un endroit où mettre tous nos cas positifs. Fait qu'on s'est installé juste à côté, au bord du stationnement d'un hôpital, en disant, je te rajoute 40 lits avec des unités de soins intensifs. On avait ça. Alors, pourquoi s'en priver? On l'a mis en place. Deuxième élément, il dit, j'ai des experts en prévention d'épidémies qui travaillent depuis 10 ans, 20 ans sur les pires épidémies au monde, incluant l'Ebola. Il y en a plusieurs qui sont de passage ici dans leur famille et
il n'y a plus de vol de toute façon pour les retourner en Afrique. Ouais. Fait que je te les prête. Puis heureusement, la plupart d'entre eux parlent français parce que il y a beaucoup de pays francophones en Afrique. Oui. Alors, c'est des gens d'ici qui ont des compétences, que normalement, ils travaillent en Afrique, mais j'avais sous la main. Le réseau de la santé les a pris. On a augmenté la taille de nos équipes, mais grosso modo, ils nous ont envoyés au fil des 2 années dans 300 lieux en crise, des CHSLD, des RPA. Lorsqu'un endroit était en crise, ils nous envoyaient, nous, pour évaluer la situation, mettre en place un plan de contrôle pour endiguer la contamination. Au début, ça prenait une 12aine de jours. À la fin, on était rendu meilleur. En 6 jours, il n'y avait plus de nouveaux cas. Puis là, on pouvait rebâtir. Mais ça, c'est de la réutilisation d'une ancienne habileté dans un nouveau cadre. Ouais. La fille qui s'occupe des cours de First Aid chez nous a dit, bon, on va avoir besoin d'envoyer des gens dans les CHSLD RPA. Je vais utiliser mes meilleurs formateurs. On va demander aux mêmes experts dont on vient de parler de nous faire le cours de comment pas se contaminer. Puis, elle dit, moi, je prends ça avec mes formateurs de First Aid, puis à la place, on va enseigner ça. Mine de rien, on a formé 1300 personnes qui ont été extrêmement utiles pour remplacer l'armée. Wow. Quand on nous a demandé d'aller dans les... Tu sais, quand j'ai su qu'il fallait remplacer l'armée, c'était 1000 personnes qu'il fallait que je trouve en 6 semaines. Puis là, j'avais un enjeu. La plupart de mes bénévoles ont un certain âge, puis nos experts à l'interne ne voulaient pas courir le risque de les envoyer sans vaccin dans des CHSLD, RPA hors contrôle. Ouais. Fait que là, on a fait une campagne de recrutement at large en disant, on va appeler des plus jeunes à venir chez nous, on va les payer, puis on va les former. Si tu veux recruter 1000 personnes, grosso modo, il faut que tu passes 6000 entrevues. C'est le ratio qu'on s'était donné. Okay. Fait qu'il faut que tu gères 20 000 CV. Moi, j'ai une équipe de 4 personnes aux ressources humaines. J'ai appelé des amis de longue date, Desjardins, Hydro-Québec, d'autres grandes entreprises, Bombardier. Ils m'ont prêté pour un mois 40 professionnels en ressources humaines. Mes 4 personnes leur ont expliqué comment marchait notre système. Avec 40 personnes, on a pu éplucher les 20 000 CV, trouver les 6 000 entrevues, trouver nos 1000 personnes. Pendant ce temps-là, nos experts en formation de secouristes étaient en train de leur apprendre des nouvelles formations. Alors ça, il y aurait beaucoup d'autres exemples. Mais dans le fond, je dis souvent à mes équipes, pour improviser, c'est un peu comme du jazz. Pour improviser, il faut que tu aies appris tes classiques. Tout chez nous est extrêmement normé. Les gens pratiquent jusqu'à... Enfin, je suis un ancien militaire. Hein? Les gens chez nous pratiquent avec un bandeau sur les yeux jusqu'à temps qu'ils sachent par cœur. C'est comme ça qu'on m'a appris quand j'étais dans l'armée. Ce qui fait que peut-être qu'ils ne savaient pas répondre à une pandémie, mais ils savaient gérer une urgence. On a réassemblé l'ensemble de nos services pour inventer des nouveaux services. Ça a bien fonctionné. Et en parallèle, puis là, j'aurais beaucoup d'autres exemples, là, mais juste quelques-uns. Ouais. Et en parallèle, l'exemple des entreprises qui nous ont aidés, c'est qu'il faut que tu sois entouré. Tu as un réseau d'amis. Puis quand on parlait d'inspiration, les gens étaient inspirés. On les tenait au courant de ce qu'on faisait. Puis, quand j'ai appelé les grandes entreprises en disant, écoutez, les personnes âgées meurent par centaines puis par milliers d'un CHSLD RPA. On m'a demandé d'aller aider. T'es-tu avec moi? Tout le monde était là. Qu'est-ce que tu as besoin? Ouais. Quand il a fallu aller vacciner dans le Grand Nord, le gouvernement du Québec dit, le Nunavik, il n'y a pas de route et rien, ils n'ont pas beaucoup de monde. Peux-tu les aider à vacciner? C'est des grandes entreprises qui ont dit, je te prête des logiciels, je te prête des avions, je te prête des véhicules. Tout ce que tu as à faire, c'est de promener ton équipe d'un village à l'autre. Ça prend des amis et des très bons amis. Et tu parlais à l'instant de réseau. Donc, on ne peut pas penser intervenir autant à l'intérieur de tous les défis et les mandats qui se présentent à vous au niveau de la société, de la collectivité, sans maintenir un bon réseau de contacts, de relations aussi. Il peut y avoir un réseau avec des donateurs, mais un réseau avec des contributeurs aussi. Essentiel. Puis, un défi que je trouve qui est important aujourd'hui, là, c'est... dans toute forme de leadership, là, c'est comment maintenir les canaux de communication en place pour faciliter que quand il arrive un événement, en un claquement de doigts, on peut être dans un mode de communication, puis un mode de communication qui est efficace, efficient. Donc, comment vous faites à ce niveau-là pour maintenir ce niveau de communication-là, puis de garder chaud la relation entre les parties? C'est beaucoup de travail, surtout quand ton réseau est très large comme le nôtre. Ouais. Alors, il faut impliquer beaucoup de gens chez nous. Il y a tout un travail, une planification de savoir qui s'occupe de qui. Puis souvent, on est plusieurs à
contacter à différents niveaux une même organisation pour s'assurer, tu sais, quand nos partenaires ont 20 000 ou 30 ou 40 000 employés, idéalement, tu parles à plus qu'une personne. Ouais. Alors, tu as besoin d'entretenir les bons contacts au bon niveau. C'est un défi de cartographier ça. C'est un défi d'éviter de se peler sur les pieds. C'est un défi de maintenir ça chaud. D'autre part, les deux éléments clés sont les mêmes. Hein. Depuis le début, je disais, il faut inspirer. Ben, ce qu'on dit aux partenaires, il faut que ça soit inspirant, il y a de l'émotion. Mais il y a le deuxième élément, c'est quand je parlais, faut savoir régler un problème pour le partenaire. Ben, quand tu lui parles, il faut que tu ailles, c'est peut-être mon background en marketing, il faut que tu ailles trouver qu'est-ce qui lui pique là-dedans, qu'est-ce qu'il a envie de gratter pour pouvoir dire, ben, travaille avec moi vers une solution. Ouais. Puis ça inclut pour les contributeurs. Les entreprises qui nous sont fidèles, ils trouvent aussi leur compte à travers de ça. Tout à l'heure, je faisais référence, je ne l'ai pas nommé, mais on a un programme de prêt d'employés où des très grandes entreprises peuvent nous prêter un certain nombre de leurs employés. Les 40 professionnels en ressources humaines, c'est comme ça que je suis allé les chercher. Mais c'est pas improvisé, c'est un programme mis en place depuis des années avec des contrats. C'est déjà défini qui va couvrir quelle assurance, qui couvre quoi. Ben, pour les entreprises participantes, ben, eux, ce qu'ils gagnent, c'est de la formation pour leur personnel puis de l'engagement. Le personnel qui a participé à ces activités-là puis qui a fait 70 heures par semaine pour nous pendant 2 semaines, quand il retourne, il est reconnaissant à son employeur d'avoir pu être libéré et avoir fait une différence. Alors, ça fait partie de ça. Alors, il faut qu'il y ait un retour pour le partenaire aussi. Alors, donc, c'est la partie de qu'est-ce qu'on leur dit, mais le comment, là, ça demande une stratégie délibérée. Puis je dois admettre qu'on n'est pas parfait, là. C'est un travail qui nous demande beaucoup de temps sur lequel on a encore à s'améliorer. Et en même temps, c'est vital. Ah, c'est vital. C'est vital. La communication, on voit partout dans le monde aujourd'hui, tu parlais de guerre puis différents États, là, mais des États situationnels, organisationnels aussi, mais quand la communication fait défaut, ben, ça amène des tensions. Puis à l'intérieur d'un organisme qui a un impact vraiment significatif sur le terrain en situation de crise, bien, la communication, là, elle prend différents angles, différentes mesures. Là. Oui, tout à fait. Puis le marché est fluide et mouvant tout le temps. C'est-à-dire que tu as des solutions, tu penses avoir réfléchi à quelque chose, ça fonctionne bien, puis à un moment donné, le contexte change, puis il faut constamment réfléchir, réétudier nos stratégies, qui on va approcher, pourquoi et comment. C'est aussi vrai pour les contributeurs, pour les donateurs, à la limite pour nos bénévoles, les contrats gouvernementaux aussi. Et j'entends, durant notre entretien, là, j'entends que, tu exerces un rôle de leader au sein de la Croix-Rouge, mais tu as un leadership inspirant, inspiré, puis tu as un leadership rassembleur aussi. Parce que, tu sais, je t'entends souvent dire, ben écoute, travailler avec telle personne, tel organisme, la communication se fait. Mais comment fais-tu? Y a-tu une astuce? Y a-tu une stratégie particulière pour maintenir ce leadership-là collectif à l'intérieur de l'organisation? C'est une excellente question, puis je vais être candide. Je ne le sais pas, j'y pense pas souvent. D'ailleurs, je dis plutôt que je tente d'être inspirant et inspiré. Ouais. Là, je ne sais pas si je le suis, mais c'est l'élément sur lequel je travaille le plus. Mais comment on y arrive? Je ne le sais pas. On a quand même des stratégies délibérées de réseautage. Okay. Ça, déjà, c'est ça. Si on parle de l'externe, là, c'est-à-dire que j'ai des listes de personnes, d'entreprises avec qui on veut tisser des liens. On a une stratégie, on est plusieurs à séparer le rôle. Il m'est arrivé parfois d'avoir des gens avec qui, on ne peut pas plaire comme individu à tout le monde. Alors, j'ai parfois carrément des personnes où je dis à un de mes directeurs ou à un autre, ben, écoute, lui, t'aimes bien, là. Garde la relation avec, vous connectez plus facilement. Il y a quelque chose de délibéré, mais aussi, je dirais, de décentralisé. Là. C'est de centraliser dans la décision, dans la stratégie, mais dans l'action, on est quand même plusieurs à se partager le travail. Ce serait impossible pour une organisation de la taille de la mienne. Parfois, on nous voit la Croix-Rouge comme une petite PME, mais je veux dire, à l'échelle canadienne, on a quelques milliers d'employés. Chez nous, c'est quand même... au Québec, 150 employés directs, puis avec un certain volume d'affaires qui fait en sorte que quand tu atteins une certaine taille, ça peut pas être un one-man show. Là. Ça doit être un travail où il y a un grand nombre de joueurs. On a, au mieux de notre connaissance, cartographié qui était mis avec qui là, dans notre réseau de contacts. Puis, donc,
Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais il y a quelque chose de délibéré dans notre stratégie. Ce qui est une difficulté, c'est quand on tombe en opération d'urgence intense, souvent toute notre énergie est aspirée par l'urgence. Puis là, parfois, on oublie un peu de communiquer puis de se diriger vers notre réseau, alors que c'est le moment où on a le plus besoin de leur parler et eux, ils ont le plus envie de nous entendre. Alors ça, c'est un défi. Tu es sur le terrain, tu essaies d'aider les gens, puis là, soudainement, tu te rappelles, ah oui, un tel fait des semaines, c'est pas des mois que j'ai pas parlé. Oui, puis je trouve intéressant parce que, tu vois, là, pour les gens qui nous écoutent, souvent, on a des personnes qui se retrouvent en entreprise ou dans d'autres organisations. Puis tu parlais de one-man show tantôt, là. Donc, tu ne reflètes pas l'image de quelqu'un qui est sur un one-man show, là. Donc, tu es collaboratif. Donc, quelqu'un qui veut, par exemple, à un moment donné, transmettre son entreprise ou préparer la relève au niveau de son entreprise, son organisation, mais ça ne se prépare pas en claquant des doigts, ça se prépare des années d'avance. Donc, dans ton cas à toi, c'est avec ce que tu nous partages tout de suite, c'est-tu quelque chose qui est déjà possible? Tu sais, on n'est pas à l'abri de rien. Tu peux avoir un accident, un problème de santé. Tu parlais de ton intérim tantôt, ce qui était pas planifié est arrivé. Mais écoute, comment tu conjugues ces éléments-là pour pouvoir préparer le demain? Là? Mon prédécesseur parlait pas de relève, mais forcément, il travaillait. Okay. À sa relève. Il m'a jamais dit que je serais peut-être son successeur, mais avec du recul, il avait pris des actions qui ont fait que j'ai deviné plus tard que quand il m'a offert le poste de vice-président, j'ai été surpris. Puis finalement, j'aurais pas dû l'être surpris parce qu'avec du recul, il avait posé des actions. Fait que j'ai appris de lui. Dans le cas de mon équipe de direction, on en parle un peu plus ouvertement. On a des stratégies élaborées. Depuis des années, je travaille sur plusieurs personnes plus jeunes. J'ai beaucoup de ma garde rapprochée qui ont mon âge ou qui sont plus âgés que moi. Fait qu'avec eux, c'est convenu que s'il devait m'arriver un imprévu, ils ont tous les moyens de prendre ma relève, mais ils vont probablement prendre leur retraite avant moi. Alors, on a aussi travaillé sur des plus jeunes. Puis, par exemple, je suis discipliné quand je prends des congés, des vacances, parce que chez nous, on a instauré, c'est presque religieux, une discipline. Tout le monde prend ses vacances, catastrophe ou pas. Il n'y a pas une année où j'ai pas eu mes 3 semaines. Il n'y a pas une année où mes directeurs n'ont pas eu leurs 3 semaines. Au moins minimum 2 semaines pendant l'été. Excellent. Catastrophe ou pas. Donc, il y a une discipline là. Mais dans mon cas, ce qui est convenu avec mes directeurs, c'est qu'on a identifié quelques-uns plus jeunes qui prennent ma relève, même s'il y a des gens plus vieux, plus aguerris dans l'équipe de direction. Alors, quand il y a une catastrophe, ils sont plongés dans le bain comme je l'étais à Lac-Mégantic et ils peuvent compter sur l'appui des gens plus expérimentés. Vous savez, j'ai déjà mentionné Claudie Laberge qui a fait 35 ans chez nous, je crois, qui avait immensément d'expérience. Quand on m'a offert le poste à l'époque, je me suis assis dans son bureau en disant, Claudie, je suis gêné d'accepter, tu as beaucoup plus d'expérience. Puis elle m'a dit, ben écoute, Pascal, je suis un peu plus âgé que toi, puis le poste m'intéresse pas. Elle a dit, je vais t'appuyer. Fait que c'était convenu. Mais le problème suivant, c'est Claudie qui vient dans mon bureau, elle disait, ben là, il faudrait prévoir ma relève. Elle m'a donné 5 ans de préavis. Pendant 5 ans, on a travaillé sur une équipe où on avait plusieurs choix au moment de sa relève. Et vous savez, Claudie, elle est connue partout dans les municipalités, dans le monde de la sécurité civile. Il n'y a rien qui se passe sans que les gens appelaient Claudie. Alors, ma crainte, c'était la transition. Ben, je peux vous dire que la transition s'est bien passée. Alors, avec Claudie, j'ai appris à bien faire une transition. J'espère que je réussirai aussi bien pour ma propre transition, mais c'est un sujet de préoccupation constant dont on parle assez librement au sein de l'équipe. Oui. Ceci dit, si je pars, ça ne sera pas à moi. Je ne suis pas un entrepreneur. Ce n'est pas à moi de choisir mon successeur. C'est à mon patron et au conseil d'administration. Mais j'aurai au moins à lui présenter des options sur un plateau. Des alternatives. Tout à fait. Tout à fait. Dis-moi, à ce moment-ci, notre entretien tire sur la fin, là, mais à ce moment-ci, quel serait le plus grand défi, selon toi, pour la Croix-Rouge canadienne avec la division Québec dans les années à venir? Parce que on peut prendre la question très large parce que, bon, les changements climatiques, même s'il y en a certains qui disent qu'il n'y en a pas, ben, je pense qu'on voit, là, il y a des catastrophes naturelles aussi. Il y a des besoins imprévus comme un déraillement de train à Mégantic. Il y a toutes sortes de catastrophes. Tu sais, les inondations au Saguenay, c'est la même chose. C'était pas prévu qu'il y ait un barrage qui cède. Donc,
dans ta vision des choses là, pour la Croix-Rouge ici au Québec, quels sont les défis de demain là, pour conjuguer la nécessité de pouvoir être présent puis de répondre aux besoins lorsque les urgences, les situations arrivent? Ben, le premier défi, je dirais, ça serait un défi d'augmentation de capacité. Tu as mentionné les changements climatiques. Vous savez, j'expliquais que nous, on est sur tous les événements, on les voit, les inondations, les feux de forêt, les tornades, les ouragans. En fait, vous savez, les ouragans, les gens s'imaginent que ça frappe juste dans les Antilles, mais parfois, ils remontent. Avec les changements climatiques, parfois, ils remontent, ils peuvent frapper la Gaspésie, les îles de la Madeleine ou la Côte-Nord. Là. Je me rappelle de l'ouragan Fiona qui avait frappé très, très dur il y a quelques années. Ou l'ouragan Debby l'an dernier. Là. S'il y a des gens qui habitent la région de Montréal, ils se rappellent qu'on n'a jamais vu de pluie comme ça dans cette région-là. Donc, le défi, c'est d'avoir la capacité de répondre aux événements futurs. Les événements futurs sont plus grands, plus violents. L'enjeu, c'est que notre financement est relativement stable. Et comme j'expliquais, quand la catastrophe va arriver, je sais que l'argent va rentrer. Le problème, c'est avant la catastrophe. Alors, c'est de convaincre les gens de monter notre niveau de financement. Ça, c'est un grand défi. Fait qu'on a des campagnes de financement pour arriver à ça. On fait des efforts délibérés. D'autre part, je dirais qu'il y a aussi un défi à intégrer au mieux les nouvelles technologies. Il y a, vous savez, quand j'ai joint la Croix-Rouge, aider des sinistrés, c'était forcément d'avoir des équipes de bénévoles sur place qui les rencontraient une famille à la fois pour dire c'est quoi vos besoins, puis on leur donnait un bon d'achat pour qu'ils aillent se loger ou un autre. Bon. Aujourd'hui, on est capable de faire ça en ligne, à grande échelle. On a déjà fait des 55, des 60 000 personnes qui s'auto-inscrivent en ligne, puis que là, il y a des logiciels qui nous permettent d'évaluer, puis on fait direct des virements bancaires aux gens. Ce qui fait que ceux qu'on rencontre en personne, c'est ceux qui en ont vraiment besoin. Oui. Mais la technologie bouge vite. Il y a tous les risques associés aussi à la technologie. Fait que c'est un secteur où on tente de progresser rapidement, mais de façon sécuritaire. Fait que ça, il y a des défis là. La mobilisation de nos bénévoles, ça me demande, quand il y a des très grandes catastrophes, ça me demande encore toute une grosse équipe au téléphone qui book des horaires pour s'assurer que t'en as des milliers, mais il faut que chacun soit au bon endroit à la bonne heure puis qu'il n'y ait pas des dédoublements dans l'horaire. Ben ça, c'est d'autres éléments où je me dis que la technologie pourrait nous amener à faciliter. Quoique le lien humain est très important. Parce que depuis plusieurs années, on envoie un courriel de masse à des groupes de bénévoles en disant « Voici l'horaire, allez vous inscrire ». Il y en a qui répondent, mais il faut qu'on saute sur le téléphone pour finir de booker les horaires. Les gens sont humains, puis ils font d'autres choses. Puis c'est quand ils se font appeler par l'employé ou la bénévole qui connaissent bien, ils disent « Écoute, j'ai besoin de toi. Je sais bien que c'est dimanche, c'est la fête de ton fils ou de ta fille. Je comprends, là, mais j'ai besoin de toi. » là. Puis les horaires se bookent. Fait que là, c'est l'équilibre d'optimisation pour pouvoir être plus efficace à rencontrer nos prochains défis. La philanthropie me pose un petit défi. On expliquait que entre les crises, les dons, tout le temps, en crise ou pas, les dons jouent un rôle important. Ça va faire 20 ans que je suis associé à la collecte de fonds. Via mes études marketing, c'est mon domaine d'entrée. À l'époque, ce qui se disait, ce qui s'écrivait, c'est que ça faisait 60 ans, crise économique ou pas, les dons avaient toujours cru. Parce que le plus grand nombre de dons provenaient de retraités qui sont peu affectés par les crises. Il y a comme un changement de culture, un changement de génération qui fait que depuis quelques années, les dons au Canada, à l'échelle canadienne, ont plafonné puis ont commencé à réduire. Alors, c'est 50 ans de croissance TD à 5 4 crise pas crise, qui est arrivé à sa fin. Nous, à la Croix-Rouge, on a encore de la croissance dans nos dons parce que je pense que les gens nous aiment, mais aussi parce qu'on travaille très fort pour convaincre nos donateurs. Mais ça, c'est un défi. Parce que si, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on augmente notre capacité, puis qu'on est dans un marché qui a fini de croître, comment on va faire pour tirer notre épingle du jeu? Alors, il faut aussi qu'on travaille délibérément sur d'autres types de revenus. Oui. Donc, la diversification, puis aussi la sensibilisation. Tu vois, là, à l'intérieur de ce qu'on a discuté aujourd'hui, puis je pense que c'est bien que tu aies pris soin de mentionner, mais quand on a une campagne pour Haïti, cet argent-là ne va pas ailleurs. Quand on a une campagne pour l'Ukraine, cet argent-là ne va pas ailleurs. Mélissa, cette semaine. La campagne pour Mélissa, il faudrait que je relise le libellé exact, mais c'est les pays touchés par l'ouragan.
Alors, OK. c'est peut-être pas seulement la Jamaïque, là. Ouais. On ouvre le fonds au moment où l'ouragan frappe. Fait qu'on ne sait pas combien de pays vont être frappés. Alors, tu ouvres un fonds pour tous les pays frappés par l'ouragan. Cet argent-là va là. Ce qui fait que je ne peux pas utiliser cet argent-là pour me préparer pour la prochaine catastrophe qui aura lieu ici au Québec. Alors, on apprécie les dons pour Mélissa, mais les dons pour nos campagnes récurrentes sont aussi très utiles. Ça prend les opérations courantes. Oui, c'est ça. Les opérations courantes, la planification, la préparation. Puis, tu vois, c'est quand je disais tantôt d'entrée de jeu à nos auditeurs, là, à nos auditrices, que, tu sais, dans les faits, le rôle que tu as, c'est exactement le rôle de leadership d'un propriétaire d'entreprise. Gérer des budgets, gérer du personnel, du staff, avoir des espaces en innovation, en création aussi, d'avoir de la communication, d'exercer un leadership qui est inspirant. Après ça, écoute, d'avoir des priorités, d'avoir de la planification, puis se projeter dans l'avenir. Donc, ce sont tous des éléments qu'on retrouve à l'intérieur d'un leadership durable, à l'intérieur d'une entreprise, d'une organisation qui veut être pérenne, puis s'assurer qu'on demeure en place. Donc, ça, je pense que c'est des éléments qui sont hyper, hyper importants. J'insisterai là-dessus à travers tout ce que tu viens de dire, c'est des choses que je vois dans mon travail pour mon équipe et moi, mais j'ajouterais ou j'insisterais sur l'importance d'avoir des bons outils pour deviner les besoins à l'avance et du flair pour sentir le marché. Il faut que tu prennes le temps d'écouter, de lire beaucoup, de discuter avec tes clients. Dans ce cas-ci, je parle des bailleurs de fonds pour pouvoir... Parce que c'est vraiment deux lectures qui peuvent ne pas s'enligner. C'est-à-dire que tu as des besoins, ils sont évidents. Vous savez, nous, dans notre cas, les bénéficiaires ne sont pas les payeurs. Fait que tu peux voir des grands besoins se dessiner en disant la population va avoir besoin de ça. Mais ça se peut que personne ne veuille le payer. Fait que là, ce que tu dois faire, c'est avoir une bonne lecture des besoins qui s'en viennent et d'avoir le flair de dire oui, mais ce besoin-là va être financé, pas celui-là. Fait que puis je dirais que c'est la partie difficile, là. Il y a, pour moi et mon équipe, c'est plus une question de flair puis d'instinct que de science, malheureusement, là. Fait que c'est de le deviner en même temps que la lecture des besoins, elle, c'est de la science. On a accès à beaucoup de données, la hard data, parce qu'il y a des scientifiques qui nous aident bénévolement, mais c'est le croisement des deux qui devient un défi. Hormis tout ce qu'on a pu discuter aujourd'hui, puis hormis tous les points qu'on a soulevés, est-ce qu'il y a un point, un aspect en particulier de la Croix-Rouge et de ton rôle à la Croix-Rouge qu'on n'a pas couvert et que ça serait important de mentionner? Je pense qu'on a couvert beaucoup de points. Alors, je te remercie toi, François, mais le public qui nous écoute. Il y a certainement des donateurs dans le public. Je vais vous remercier de chacun de vos dons. Je pense que vous avez entendu à quoi ça sert. Il y a certainement, ou j'espère, quelques bénévoles. Quand je disais on cherche des gens qui ont du temps, c'est pas le cas de tous les entrepreneurs, mais certains entrepreneurs ont du temps, qui sont solides entre leurs deux oreilles. S'il y en a qui ont envie, même si nos équipes sont complètes, il y a toujours de la place en quelque part pour un nouveau bénévole. Là. Il y a du roulement, comme chez les employés. Alors, j'espère qu'on a des bénévoles dans le lot. Puis sinon, on a des futurs partenaires. Fait que dans le fond, je veux remercier les gens qui nous appuient puis qui croient en nous. Puis peut-être que que je vais croiser à mon prochain meeting de bénévoles la semaine prochaine. Tout à fait. Donc, des dons en argent, des dons en temps, puis des dons d'attention aussi, parce que, tu sais, sans être impliqué comme bénévole ou être uniquement dans le don, mais on est capable, à quelque part, de propager la mission aussi de l'organisation. Puis peut-être, avec ce qu'on a entendu aujourd'hui, démystifier certains préjugés que tu as soulevés, OK, puis des faussetés ou des perceptions que les gens peuvent avoir, parce qu'on a couvert très large aujourd'hui. Merci beaucoup, François. Dis-moi, s'il y avait un conseil, une stratégie à partager à nos auditeurs, à nos auditrices en termes de leadership. Puis, tu sais, j'insiste sur le fait que le leadership, même si on est dans une organisation, c'est un leadership qui est comparable à celui qu'on retrouve dans une organisation. S'il y avait un conseil ou une stratégie que tu pourrais partager à nos auditeurs, ça serait quoi? Ça va ressembler, vous allez voir le lien avec tous mes propos précédents. C'est une question de vision, c'est-à-dire savoir où on s'en va et le communiquer. Fait que ça revient à écouter nos employés, écouter nos partenaires, écouter le terrain, lire pour comprendre. Ensuite, être inspiré par ce qu'on fait. Ça en faisait partie. Puis ensuite, le communiquer. Donc, savoir inspirer.
Mais c'est nécessaire d'avoir écouté avant. Il faut comprendre pourquoi on va faire les choses. Souvent, comme toutes les organisations, parfois, il y a des divergences d'opinion. Puis parfois, ça peut mener en tension puis en conflit entre des équipiers. Puis presque toujours ou souvent, j'arrive à démêler ça par le qu'est-ce qu'on tente d'accomplir. Qu'est-ce qu'on essaye de faire collectivement? Si on se met d'accord pour ça, après ça, on peut se mettre d'accord sur les moyens. Alors ça, c'est un gros élément. Ensuite, pour que tout ça se passe, il faut être accessible. Il faut que les gens puissent nous voir, nous rencontrer aisément, indépendamment de la taille de notre organisation. Vous savez, mes 2400 bénévoles, je les vois pas tous les jours. Ils habitent partout au Québec. Alors, c'est comment on fait pour se rendre accessible. Puis, il y a une stratégie délibérée de communication pour se rendre accessible. Même si, parfois, on a des questions difficiles, parfois, on se fait brasser, parfois, on se fait remettre sur le nez des mauvaises décisions, il faut rester accessible. Rester accessible, puis d'avoir cette capacité-là de leadership conscient pour être en mesure d'être présent et de répondre à la mission, à la vision de l'organisation. Dis-moi, en terminant, Pascal, là, il y a des gens qui nous écoutent, qui peuvent avoir le goût de faire des dons, qui peuvent avoir, par exemple, le goût de s'impliquer concrètement. On fait quoi pour vous rejoindre? Oui, très simple, croixrouge.ca, www.croixrouge.ca. Faire un don est très facile à trouver. Pour ce qui est du bénévolat, l'onglet est je le trouve un peu plus difficile, mais si vous le cherchez, faire du bénévolat à la Croix-Rouge, vous allez le trouver. On avait un site aussi, là, si vous faites partenaire Croix-Rouge, ça va vous amener directement là, comme outil de recherche, là, comme mot-clé. Excellent. Donc, merci Pascal. Merci beaucoup, infiniment, de ta générosité. Vraiment, c'est grandiose. Puis moi, je viens de découvrir des éléments nouveaux pour moi parce qu'on a tous une conception, par exemple, par rapport à un organisme, une entreprise, mais ça va au-delà de ce que je connaissais au niveau de la Croix-Rouge. Donc, merci beaucoup. Merci à vous aussi, très chers auditeurs, très chères auditrices. À très bientôt pour un autre épisode du podcast « Ceci n'est pas du coaching ». Entre-temps, je vous invite à partager. Donc, une entrevue vraiment incroyable aujourd'hui avec beaucoup de motifs et de motifs de se mettre en action très inspirantes. Donc, je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne pour les podcasts et à partager dans vos réseaux respectifs ces entrevues-là, ces entretiens-là qui sont très enrichissants. Donc, merci, à très bientôt.